et salut le magazine Vraiment Design, très déco, absolument mode et terriblement chic. C'est version française et c'est maintenant. Réveillez le Sherlock Holmes qui sommeille en vous grâce à la pipe du Nord. Cet objet digne des plus grands collectionneurs mérite le coup d'œil. Peinture à l'huile, aquarelle ou céramique, l'artiste Françoise Petrovitch vous emmène dans son univers poétique. Sortez la gomina et les vestes en cuir, Johnny peut aller se rhabiller. Découvert d'un Paris plus rock'n'roll que jamais. Du solide ok, mais surtout du design avec les deux compères de chez French Viking qui nous montrent que le béton aussi peut être trendy. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Quand le créateur de mode Albert Elbaz et l'éditeur de parfums Frédéric Malle s'associent, c'est pour donner naissance au parfum Superstitious. Une essence comme une évidence pour eux qui évoque la robe invisible d'une femme pleine de mystère. Une inspiration parfum culte pour un résultat quasi mystique. Mot d'ordre, la collab qui sent bon. Entre les murs de Darwin se logent start-up, restaurants, épiceries bio ou encore espaces associatifs. Cette ancienne friche militaire bordelaise est désormais branchée à souhait. Venez bruncher des plats instagrammables ou encore développer vos idées folles dans les espaces de coworking. Nous, on s'arrête à l'épicerie bio pour acheter une limonade équitable. Pourquoi? C'est sûrement la question que vous vous posez devant vos coques de macarons raplapla. Heureusement, le traité de miamologie est là pour vous éclairer. Pâtisserie ou cuisine traditionnelle, tout est une question de physique-chimie et c'est l'équipe du délicieux magazine 180 degrés qui nous en révèle les formules secrètes. Comment ça, vous n'avez pas l'eau à la bouche? Vous avez trouvé chaussures à votre pied, mais qu'en est-il de vos chaussettes? Ne vous inquiétez pas, Bonne Maison s'en charge. Avec la mode des jeans relevés, terminez les vieilles chaussettes de sport dépareillées, bonjour, motifs fun et colorés. Il y en a aussi bien pour les explorateurs urbains que pour les minimalistes color block. Nos amis les Allemands vont être ravis. Vrai dandy anglais, philosophe du 19e siècle ou écrivain obscur, à chacun sa pipe. La maison Pipe du Nord nous livre le secret de fabrication d'un objet emblématique des têtes pensantes. Quel est le point commun entre Sherlock Holmes et le capitaine Haddock? La pipe par mille sabords. Objet fétiche des personnages de littérature ou des grands intellectuels, la pipe existe depuis bien des siècles. En France, un village du Jura appelé Saint-Claude a fait de la fabrication de la pipe sa spécialité. Et pourtant, au départ, il fabriquait des objets religieux. Which size? Ils avaient développé toute une spécialité de tournage du bois. À l'origine, c'était pour des objets religieux, donc ils créaient des chapelets, voilà. Et puis petit à petit, ils sont passés de l'usage religieux à le tournage de bois à destination donc des créations de pipes. Ce qui fait que les premières pipes faites à Saint-Claude dans le Jura n'étaient absolument pas en bruyère. Elles étaient faites par exemple dans des essences locales comme le buis. Sauf que c'était finalement des bois qui résistaient mal à la chaleur. Et un jour, vous avez quelqu'un qui est revenu du sud, ça on est au Moyen-Âge, hein, avec de la bruyère. Un bois qui résiste à la chaleur et qui a donné naissance à la pipe en bruyère, une spécialité française, cocorico. Pour tout comprendre de cet objet, Marie-Aurélie s'est formée auprès d'un artisan pipier. Aujourd'hui, dans sa boutique, elle s'occupe des réparations et lui, dans son atelier dans le Perche, continue de fabriquer des pipes. Mais justement, comment les pipes sont-elles taillées? Première étape, l'ébauchage de la future tête de pipe. Une fois qu'on a les bochons, qu'on sait à peu près ce qu'on peut imaginer comme qualité de pipe, on commence à prétourner la tête. Donc on repart dans des phases de prétournage, on continue l'ébauchage, et dès qu'on arrive à ce stade-là, après vous voyez, on commence à râper. Dès qu'on a fini, dès qu'on a une tête de pipe à peu près correcte, on rentre dans la partie finition. C'est-à-dire que l'idée c'est vraiment de polir, de râper jusqu'à ce que plus rien, il n'y ait plus aucune aspérité. Il faut ensuite passer à la fabrication du tuyau, un travail méticuleux car il doit être parfaitement ajusté à la tête de pipe. Dernière étape, les finitions. La pipe peut être sablée, laquée ou encore... Ça, c'est ce qu'on appelle rustiquer. On donne au bois un nouvel aspect en le sculptant manuellement. Là, par exemple, celle-là, elle est gainée en cuir. Mais attention, la pipe n'est pas forcément en bois. Après, vous avez des pipes en terre. Ce sont des pipes gambier qui nous viennent des Ardennes. Alors maintenant, bien sûr, c'est devenu un objet plus de collection.
ainsi que des pipes en écume de mer, une matière blanche composée de silicate de magnésium. Et puis, moins traditionnelle et tout aussi marrante, En peau de phoque. dans sa boutique, Marie-Aurélie expose aussi des pipes humoristiques, comme ses modèles Donald Trump ou Emmanuel Macron. Mais une bonne pipe, ça ne se choisit pas en fonction de ses orientations politiques, bien au contraire. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour trouver la pipe qui nous ressemble. Une pipe se choisit vraiment pour une personne. À tous les sens du terme. Les usages, les habitudes, où est-ce qu'il va la fumer, comment. Est-ce que ça va être quelqu'un qui va se déplacer à vélo? Est-ce que c'est quelqu'un qui va fumer chez lui? Est-ce que c'est pour accompagner, par exemple, de la lecture? Dans ces conditions-là, on s'oriente vers des pipes longues. Est-ce que c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'une pipe très courte, qui va glisser n'importe comment dans sa poche pour pouvoir aller au plus vite? Aujourd'hui, la pipe fait son grand retour auprès des jeunes amateurs, car malgré les années, cet objet reste figé dans l'histoire, sans jamais se casser la pipe. Il faut plus d'un coup de pinceau pour peindre le portrait de Françoise Petrovitch. Univers doux sur fond d'adolescents rêveurs et d'animaux étranges, découvertes tout en délicatesse. Françoise Petrovitch a toujours aimé dessiner. Du coup, elle en a fait son métier. D'origine savoyarde, elle a d'abord obtenu un brevet technique d'art graphique avant d'intégrer Normal Sup en art appliqué. Depuis des années maintenant, elle façonne un monde bien à elle, peuplé d'animaux étranges, de couleurs sourdes et de personnages évanescents. Aujourd'hui, elle est bel et bien une artiste à part entière. J'ai pas pensé devenir une artiste, je voulais dessiner, parce que le mot artiste n'était pas du tout familier. Et ensuite, finalement, c'est le travail, c'est la conviction, c'est-à-dire à un moment donné, on est tellement dans... C'est tellement essentiel et c'est tellement unique, c'est-à-dire que c'est tellement motivant par rapport à tout le reste que les choses s'imposent. Et oui, elle est comme ça, Françoise, elle suit son instinct. D'ailleurs, quand elle dessine, c'est pareil. Tout est spontané, libre au fil de sa pensée. J'aime le dessin parce qu'il est très près de notre pensée, c'est-à-dire que dessiner, c'est finalement prolonger ce que l'on pense, et on est dans un rythme qui est très près de soi dans la façon de dessiner. Et en même temps, c'est hyper léger, c'est-à-dire que peu de choses permettent de dessiner. C'est la même chose pour les techniques et supports qu'elle utilise. Dessin, aquarelle, peinture à l'huile, sculpture, céramique, wall drawing ou même vidéo. À petite ou grande échelle, l'artiste explore continuellement. Je suis allée vers toutes les techniques par le plaisir de découvrir des choses, de me remettre en difficulté aussi et d'être de nouveau dans des vraies questions de travail. Du coup, ça donne une œuvre très prolixe, protéiforme, mais unie par une économie plastique et un univers très particulier. Un jeu sur les échelles, une certaine étrangeté, des personnages souvent enfantins ou adolescents. Ce sont souvent des figures qui sont des figures secondaires, comme des seconds rôles un peu. C'est-à-dire c'est jamais des figures de puissance, de pouvoir, d'autorité, donc beaucoup plus de femmes représentées, de jeunes gens en fragilité. Et tous ces êtres nés de sa main prennent vie ici, dans son atelier, souvent en forme de série. Aujourd'hui, par exemple, elle travaille sur une fleur à l'aquarelle. À son habitude, le trait de Françoise est rapide, au fil de l'eau, avec peu de retouches. Il y a la question du temps qui est très importante. À quel moment j'arrête? À quel moment je décide que les choses sont dans l'état, quoi. On peut avoir l'impression sur certaines toiles, par exemple les dernières, que les choses ne sont pas finies, mais c'est fini. C'est quand même une des caractéristiques fortes des arts visuels, c'est-à-dire on ne peut pas revenir à un état d'avant. C'est vraiment un art du moment. Une fois ses œuvres terminées, elle cohabite temporairement dans l'atelier. Tous les dessins qui ne sont pas encore sortis de l'atelier sont stockés dans cette grande boîte. Régulièrement, elle les sort de leur boîte pour les accrocher au mur. Car oui, ici ça change tout le temps, une vraie valse des dessins. J'arrête pas de bouger les trucs tout le temps. C'est des balais, hein. J'ai les transports et tout, on est toujours en train de bouger. Tout le temps. On n'imagine pas, tu sais, tu crois que tu es vachement concentré, mais en réalité, on est tout le temps en déplacement. Plus tu fais des grands formats, plus tu es en déplacement. Il y a des transports qui arrivent d'un musée, ça repart, quelqu'un veut voir ce tableau. C'est bien aussi de les voir sur... par exemple, il y a un fond gris, un fond blanc, des lumières différentes, c'est important.
des cohabitations aussi différentes. Ce travail quotidien, Françoise l'expose régulièrement, notamment dans la galerie Sémiose à Paris, avec laquelle elle a un lien étroit depuis 5 ans et où elle présente une nouvelle exposition. Au départ, il n'y avait pas forcément ces pièces qui devaient être présentes. C'était plutôt une exposition autour des nocturnes, donc des peintures noires, plutôt intériorisées, un peu secrètes, avec une lumière sourde, avec en contrepoint les bronzes. Et puis, il y a eu ce travail très vif, très en geste. Et on a décidé de présenter ce travail-là. Donc, il y a un contrepoint entre beaucoup de lumière et peu d'ombre. Et ses œuvres se plaisent à habiter plein d'autres lieux, des musées prestigieux en France ou à l'étranger, mais aussi des murs. Le Drawing Hotel à Paris et ponctuellement des endroits insolites, comme le musée de la chasse en 2012. Mais malgré toutes ces aventures, Françoise n'en finit jamais d'avoir des rêves et des envies. Il y a des choses que j'aimerais explorer, c'est les arts plutôt du théâtre ou de la scène. Eh bien oui, pourquoi pas? C'est une perche. À bon entendeur, on a hâte de voir l'univers si singulier de Françoise Petrovitch nous emmener encore dans d'autres contrées. Bonjour Françoise. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre atelier à Cachan. Françoise, le dessin chez vous est omniprésent. Vous dessinez tout le temps. Vous avez même fait une radio Petrovitch à un moment donné où vous avez dessiné chaque jour les nouvelles que vous avez entendues. Il est tellement omniprésent qu'il n'y a même plus de travail préparatoire sur vos œuvres. C'est immédiat, ce trait. Ça c'est vrai, c'est-à-dire que le dessin étant quotidien, j'ai une habitude du dessin, je vois aussi avec le trait, avec le dessin, et j'essaye d'en garder la trace la plus directe, c'est-à-dire de ne pas être dans un dessin d'ajustement qui s'élabore et qui finalement arrive à perdre sa vivacité, son vivant, c'est-à-dire le côté vif du trait. Et c'est pour ça que j'essaye d'avoir le travail à l'échelle directement et d'être plutôt dans l'immédiateté. Il y a le dessin, bien sûr, mais il y a aussi l'aquarelle qui est très présent dans votre œuvre. L'aquarelle, c'est moins défini qu'un dessin. Est-ce que ça laisse la place au hasard? Dans l'aquarelle, il faut du laisser aller. Comme c'est un élément très liquide, ce qui est intéressant, c'est d'être dans cette capillarité, c'est-à-dire que les choses se montent les unes à côté des autres et se défont en même temps qu'elles se font. Et il faut savoir rattraper et en même temps abandonner les choses et découvrir ensuite le travail réalisé, puisque je travaille toujours à plat et donc le séchage, je n'ai pas le recul, je n'ai pas de repentir. Je ne retravaille pas dessus mon dessin en train de se faire. Donc c'est aussi un travail d'acceptation. La sculpture fait aussi partie de votre pratique artistique. Vous étiez même en résidence à l'atelier de Sèvres pour une exposition au musée de la chasse et de la nature en 2012. C'est encore autre chose, mais on voit toujours cette même spontanéité, cette même envie de laisser aussi parler la matière. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a toujours le geste, c'est-à-dire que c'est toujours le geste et dans la sculpture, toutes les pièces, elles sont d'abord en modelage. Et le modelage, la terre, la glaise, c'est ce qui est aussi le plus près du geste. Donc il y a quelque chose qui se monte rapidement avec la main et qui ensuite devient céramique, art du feu ou alors en bronze. Dans le choix de vos sujets, il y a toujours un côté intime. Et quand on regarde d'abord, ça paraît limpide, et ensuite, il y a toujours une étrangeté, un petit détail qui dérange. Et il y a presque un côté Lewis Carroll. Il y a des non-correspondances d'échelle, ça c'est sûr, qui peuvent faire penser à Lewis Carroll. Il y a des non-correspondances aussi d'état d'espace, c'est-à-dire qu'il y a des ombres qui sont des fausses ombres. Je ne sais pas si l'étrangeté est voulue, j'ai plutôt l'impression qu'elle est toujours là. Et finalement, elle m'étonne aussi des fois quand elle apparaît. Françoise, on va venir à l'huile qui maintenant est presque prédominante dans cet atelier. Oui, là on a des huiles derrière. Et ça n'a pas toujours été une évidence. Il y a toute l'histoire de l'art dans la peinture à l'huile. Je pense que c'est très impressionnant.
Et en même temps, c'est quand même les premiers amours qu'on a dans un musée, c'est la peinture. Enfin moi, ce que j'ai eu, c'est la peinture à l'huile. Les émotions, elles sont très fortes devant la peinture. Vous enseignez depuis toujours à l'école Estienne, l'école du livre. Quel est le message au-delà de la partie concrète que vous enseignez? Quel est le message que vous transmettez à vos élèves? Déjà, c'est un respect de tous les arts visuels, c'est-à-dire c'est l'amour de ça. On regarde, on voit, et on travaille avec ses yeux, on travaille avec cette façon de penser l'image, de penser l'histoire de l'art. Et ça, c'est tellement génial dans le monde d'aujourd'hui où tout va trop vite, les images se brouillent, les images sont confuses. Merci Françoise. Merci. Le twist et la begin, non merci, nous on veut des riffs de guitare endiablés. C'est repérage et ça va décoiffer avec un tour de Paris tout en rock'n'roll, oh yeah. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré les adresses les plus rock de la capitale. Alors installez votre platine, lancez du Elvis et laissez-vous aller au son de la musique. Chez Poum Poum Tchak, c'est les 70s qui sont mis à l'honneur pour faire de nos kids des rockstars d'un jour. Cette idée originale, on l'avoue à Cyril Denis, qui a pendant longtemps enchaîné les tournées aux côtés de nombreux artistes. J'avais fait pas mal de musique avec pas mal de tournées dans le monde, même surtout avec Louis Bertignac. Et au bout de 20 ans, je me suis dit que j'allais faire autre chose. Et j'ai cherché un truc qui pourrait associer mon amour de la musique et ma passion pour les enfants. Et c'était une école de musique pour enfants. Rendre le rock'n'roll éternel, c'est le credo de cette école depuis son ouverture en 2012. Batterie, guitare, piano et chant, y a de quoi faire. Ici, nul besoin d'être un génie symphonique, un simple goût pour le rock suffit à rendre vos progénitures magiques, un vrai jeu d'enfant. Il y a tous les instruments, mais c'est pas tous les instruments en même temps. Ils vont commencer par faire 4 séances sur le piano, 3 séances sur la batterie, 5 séances sur la guitare. Et donc, à chaque cours, il y a un instrument pour tout le monde. Pour les pianos, j'ai mis des couleurs parce que je connais pas le solfège, moi. Je joue tous les instruments, mais je sais pas lire une note. Donc, je leur apprends ce truc-là, avec des couleurs, c'est plus facile. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de connaître le solfège pour faire du rock'n'roll. Travailler avec des enfants, c'est beaucoup plus rock que de travailler avec des adultes. Ça, c'est le truc le plus rock'n'roll que j'ai fait de ma vie, en fait. Tous les 2 mois, ces mélomanes en herbe enregistrent en studio leur son. L'occasion pour eux de se voir déjà au panthéon du rock. Qui sait, peut-être se cachent-ils parmi eux les futurs John Lennon ou Janis Joplin. Dans tous les cas, la relève semble assurée. Et pour notre deuxième adresse, on vous plonge dans une douce ambiance vintage. C'est au début des années 90 que Patrick décide d'ouvrir une boutique dédiée à sa grande passion, le rock'n'roll. Ce fan d'Elvis et des Beatles propose depuis maintenant plusieurs années son expertise sur des disques toujours aussi cultes. C'est une boutique qui a été créée déjà par passion, c'est-à-dire par rapport à ce que j'aimais. Quand j'ai un petit peu vieilli, quand j'ai devenu adulte, si on peut dire, j'ai eu envie de faire ce métier et de faire partager la passion que j'avais avec les gens que j'aimais. C'est une musique qui peut faire vibrer tout le monde et c'est une musique qui pour moi est totalement intemporelle. Du blues au punk, en passant par le rock'n'roll, et qu'il s'agisse de vinyle ou de CD, il y a le choix. Mais pour Patrick, c'est sûr, rien ne vaut un bon vinyle. Je trouve que la musique, ça s'écoute en vinyle. Le CD, c'est assez compressé, on perd beaucoup d'aigus. C'est pas pour moi, ça correspond pas vraiment à ce que l'artiste a voulu faire. Bon, maintenant qu'on en a pris plein les oreilles, prenons-en plein la vue. Dans les années 30, des centaines de couples foulent la piste du célèbre club de jazz et dancing de Harlem, le Savoie. On y danse du Lindy Hop, ancêtre du rock, en signe d'indépendance. En France, ce n'est qu'au lendemain de la Libération que le quartier de Saint-Germain-des-Prés devient le repère de ces danseurs, surnommés les rats de cave, en opposition aux petits rats de l'opéra. Depuis, de nombreuses écoles proposent l'apprentissage du rock, à l'image de McDance.
Après s'être initié à divers styles musicaux du classique au hip-hop, c'est finalement sur le rock que Gérard Magic jette son dévolu en 2006. Seul, en couple ou en groupe, il existe diverses façons de danser le rock. Et pour les moins doués d'entre nous, le rock à 4 temps est le bon filon pour débuter. Cette version plus simplifiée du rock réside essentiellement dans la réalisation d'arcs de cercle entre deux passes. Et c'est à vous, messieurs, que revient l'honneur de guider les pas de Madame. Notre tournée à la découverte des perles du rock de la capitale s'achève, mais une chose est sûre, même après 60 ans d'existence, la magie du rock'n'roll n'est pas prête de s'estomper. Les deux amis de French Viking ont tous des ouvriers de chantier, mais le design en plus, le béton, c'est leur arme de prédilection pour des créations ultra design et sophistiquées. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec un duo qui détonne et qui bétonne. Billy et Nadir, c'est l'histoire de deux amis qui en avaient assez d'être derrière un bureau et qui ont envie de se lancer dans quelque chose de manuel. Avant de lancer French Viking, on a tous les deux eu des parcours qui n'avaient rien à voir. Lui, Nadir, a étudié le droit pendant 5 ans. Et après, s'est lancé dans le béton et il a commencé avec son père. Billy, lui, a bossé pas mal d'années en finance. Il a décidé d'arrêter, il voulait faire un métier manuel et donc il a commencé à bricoler chez lui des lampes en métal et en béton et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Ils font connaissance au cours d'une soirée début 2015, discutent et là c'est le déclic. French Viking naît 2 semaines plus tard. Après 2 ans et demi de conception et réalisation à 4 mains, ils ont à leur actif tout un tas d'objets et de meubles uniques en leur genre. Car le matériau insolite qui scelle leur union, c'est le béton. Tout ce qu'on va rencontrer dans le commerce, qui est appelé béton décoratif, donc tous les objets qui peuvent être fabriqués en béton, c'est pas du béton en fait, c'est du mortier. La différence, elle est toute légère, c'est exactement la même chose que le béton, mais il n'y a pas de gravier. Il y a du sable, du ciment, de l'eau et différents adjuvants. Mais par souci de compréhension, on fait comme tous nos petits copains, on continue d'appeler ça béton. Nos deux French Viking créent alors des objets très variés, objets décoratifs pour des particuliers ou objets de plus ample dimension pour des professionnels, comme des bars, bureaux ou magasins, tout est possible avec le béton, enfin presque. On peut techniquement tout fabriquer, ça va dépendre de 2 choses, le budget de notre client et après ça peut dépendre de certaines contraintes. Globalement, il est très difficile en béton de descendre sous une épaisseur inférieure à 10 mm. Après, à l'inverse, il y a aussi les contraintes de poids. On peut faire des choses très lourdes, ça marcherait très bien parce que le béton est fait pour ça, mais déplacer une table qui fait 10 tonnes, c'est pas très pratique non plus. Pour le reste, ça donne par exemple des pots, des langues, des tables. Mais avant de se lancer, toute une phase d'étude est nécessaire afin de bien anticiper les contraintes du matériau, et donc mesure, poids et type de moule à utiliser. Bon bah allez, au boulot. Eh ben c'est parti, on va faire Allez, 150 kg de béton à couler maintenant. Aujourd'hui, il réalise des stèles de présentation pour un grand magasin. Ça va faire 1 mètre de haut par 45 de circonférence. Donc c'est un peu technique parce que si on coulait ce volume-là et qu'on le remplisse totalement de béton, ça ferait peut-être 500 kg, donc ce serait beaucoup trop lourd. Donc là, on est obligé de faire un système où on ne coule que sur la périphérie. À l'intérieur, on met du polystyrène pour alléger le béton. Une des difficultés, c'est que pour ces stèles, il y a 2 couleurs. Donc la base sera gris clair. Ensuite, on va devoir laisser sécher un peu et couler du gris foncé. Si on n'attend pas assez longtemps, le gris foncé va couler à travers le gris clair. Ça ne sera pas ce que le client veut. Comme par exemple ce qu'on a fait derrière. Et oui, le travail du béton, c'est très technique et ça demande beaucoup de précision et de tests. L'objectif de French Viking, c'est notamment de donner à ce matériau hors norme ses lettres de noblesse. Montrer que le béton peut être esthétique, créatif, un vrai support de déco à petite ou grande échelle, en 50 nuances de gris ou autre. Pour avoir une couleur unie, on met le pigment au tout début dans l'eau. Comme ça, le pigment est bien mélangé et il se répartit bien avec le béton. Et si on veut des couleurs plus marbrées, on met le pigment à la fin, on ne mélange pas beaucoup. Comme ça, le pigment ne sera pas entièrement mélangé, c'est ce qui donne les variations de couleurs. Ça permet de faire pas mal d'objets, d'avoir un rendu assez unique. Chaque objet qu'on fera, même si on les fait de la même façon, avec le même mélange, tous les objets seront uniques, ils seront tous différents. Un matériau qui peut donc non seulement être joli, mais qui a aussi de nombreuses vertus. C'est un matériau qui, entre guillemets, une fois qu'il est coulé, va se consolider tout seul. Chimiquement, c'est la réaction qui se produit au sein du béton qui va le faire passer d'un état liquide à un état solide. Il n'y a pas besoin de machine, il n'y a pas besoin d'usine derrière. Pas besoin de four, il n'y a pas besoin de four. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le béton se recycle merveilleusement bien.
Une fois qu'on a plein d'objets en béton, comme ça on les prend, on les concasse, ça en vient de la poudre, et ensuite ça peut servir comme gravat pour mettre sous des routes ou pour faire des fondations ou des choses comme ça. Il faut aussi penser à l'après-vie de ces produits-là et qu'est-ce qu'on en fait. Enfin, l'autre objectif de Billy et Nadir, c'est de mettre en avant un savoir-faire exigeant et surtout de le transmettre. Grâce à un kit pour faire du béton chez soi, mais aussi à des ateliers d'initiation. Nos deux Vikings ne manquent pas d'idées et d'ambition, alors n'hésitez pas à embarquer à bord de leur fabuleux drakkar. Version française est déjà terminée. J'espère que cette émission autour de notre artiste Françoise Petrovitch vous a plu. On se retrouve très vite. Bye!